Bonjour à toutes et à tous, chers élèves de la première année du baccalauréat, toutes branches confondues et relevant de la direction provinciale Stuttgart-Baha et même des autres directions provinciales. Alors dans cette première vidéo, nous allons essayer d'attaquer le module s'intitulant Antigone. Et nous allons ici de voir un ensemble d'activités de soutien, de consolidation, de rappel et d'auto-évaluation à la fin de la capsule. Alors nous visons principalement deux objectifs. Alors le premier, c'est d'essayer de comprendre l'œuvre à travers l'étude du paratexte et de la structure interne. Le deuxième, c'est essayer de s'auto-évaluer. Alors commençons tout d'abord par le contexte historique. Alors qui dit contexte historique dit des événements, des faits qui ont participé ou bien qui ont contribué à la genèse de l'œuvre. Et Antigone a été produite au début des années 40 et il est normal qu'il soit, ou bien que l'auteur soit influencé, ou le dramaturge soit influencé par tout ce qui se passait dans son pays et tout ce qui se passait en Europe à cette époque-là. Alors bien sûr, le contexte historique d'Antigone était marqué par des faits qui ont changé en quelque sorte le visage de la France. Et ces faits-là se résument à l'intrusion des nazis qui ont colonisé une bonne partie de l'Europe et qui ont contribué au découpage de la France en plusieurs régions. Il y a également l'armistice, il y a également les précédés de la débâcle de 1940. Alors tout cela a fait que certains résistants se sont exilés. Et parmi eux, De Gaulle, qui a décidé de s'exiler en Angleterre, et de là, il a essayé d'organiser la résistance en lançant un appel à tous ceux, ou bien à tous les Français qui étaient restés dans le pays pour qu'ils s'organisent dans des groupes pour combattre les nazis. Il a même essayé, alors De Gaulle a même essayé d'organiser ou d'instituer un gouvernement en exil. Alors cette période également a été marquée par la fameuse déportation des Juifs dans des camps de concentration. Cela a été facilité par la coopération de certains individus français qui ont aidé les nazis ou bien qui ont coopéré avec Hitler en envoyant des ouvriers dans les camps ou même dans les usines de guerre nazie. Alors bien sûr, à partir de 1944, on va assister à un recul des nazis et cela a été possible grâce au débarquement des Alliés en Normandie. Et petit à petit, les régions françaises commençaient à se libérer. Cette période a été marquée aussi par l'épuration
d'un ensemble de journalistes, d'écrivains, d'acteurs. Ils étaient jugés, ils étaient condamnés, parfois même sans procès. Alors, leur exécution a été faite sans procès. Alors, Jean Anouilh, à cette époque-là, était au cœur des événements. Et il y avait un fait qui l'avait marqué le plus, et c'est ce fait-là qui l'a poussé à commencer la rédaction d'Antigone. Alors, ce fait-là se résumait à l'action ou l'acte d'un résistant qui avait essayé de tirer sur un ensemble ou bien sur un groupe de collaborationnistes. Alors, il en a blessé 2. Et son acte a en quelque sorte suscité la curiosité de Jean Anouilh, tout simplement parce que ce résistant-là n'était pas du tout partisan d'un groupe ou d'un parti politique. Alors, son caractère, ou bien le caractère de son acte, qui était à la fois héroïque et c'est-à-dire gratuit, a suscité la curiosité de Jean Anouilh, ce qui l'a poussé à rédiger ou bien à commencer la rédaction de son œuvre et à l'inscrire dans le registre tragique. Alors, passons maintenant au mythe d'Œdipe. Alors, quand j'ai dit le mythe d'Œdipe, alors c'est une histoire où l'on met en scène des créatures divines, où l'on met en scène des nobles, etc. Alors, le mythe d'Œdipe, alors c'est l'histoire d'un couple royal, alors en l'occurrence Laios et Jocaste. Ils avaient donné naissance à un enfant, alors, mais un oracle était venu annoncer que ce nouveau-né allait tuer le roi après. Alors, bien sûr, le roi, il va pas hésiter, il va essayer de sauver ou bien d'échapper à son destin. Il va donc éloigner le nouveau-né de son palais. Il va l'attacher au niveau des 2 pieds. Il va le faire perdre dans la forêt. Alors, le nouveau-né sera récupéré par un berger qui va le confier à Polybe, le roi de Corinthe. Ce dernier va l'élever, il va le prénommer, il va lui donner le prénom d'Œdipe, il va l'élever comme son propre enfant. Alors, le petit enfant grandit sans avoir aucune idée sur son origine ni sur sa naissance. Il croyait qu'il était le fils du roi de Corinthe. Encore une fois, un oracle va annoncer la mauvaise nouvelle, qui fait que cet enfant-là allait tuer le roi. Alors, Oedipe décide alors de quitter Corinthe. Il va errer, il va s'approcher de Thèbes. Et là, il rencontre un sphinx, qui est une créature qui empêchait les habitants de Thèbes d'y entrer s'ils n'arrivaient pas à résoudre l'énigme qu'il leur proposait. Alors, Oedipe réussit à résoudre cette énigme-là, ce qui poussa le sphinx à se suicider. Alors, les Thébains accueillirent
Oedipe en grande pompe et ils lui ont permis de devenir roi. Alors, en accédant au trône, alors il y avait la veuve de Laios, c'est-à-dire la mère d'Oedipe. Oedipe va se marier avec la reine, c'est-à-dire sa mère, sans savoir que c'est bien évidemment sa mère. Alors ils vont vivre heureux, ils vont donner naissance à 4 enfants, Polynice, Étiocle, Antigone et Ismène. Encore une fois, la mauvaise nouvelle sera annoncée par l'oracle, alors qui disait que le tueur du roi Laios résidait encore à Thèbes. Alors Oedipe dépêcha très vite des chercheurs qui étaient à la poursuite ou bien qui allaient à la poursuite de ce tueur-là. Alors très vite, il va se rendre compte que c'est lui-même le tueur. Alors, sachant la mauvaise, ou bien apprenant la mauvaise nouvelle, alors Jocaste va se suicider et Oedipe va se crever les yeux et quitter Thèbes. Il sera accompagné par sa fille Antigone. Alors ils vont arriver à Athènes. Alors c'est là qu'il va mourir et l'on va encore une fois assister au retour d'Antigone à Thèbes. Alors maintenant on passe à la vie de Jean Anouilh. Alors Jean Anouilh il est né le 23 juin 1910 à Bordeaux. Il est mort le 3 octobre 1987 à Lausanne. Alors c'est un fils appartenant à une famille composée d'un père tailleur et d'une mère musicienne et professeur de piano. Alors, l'un des écrivains français les plus connus, il s'est spécialisé dans l'écriture des pièces de théâtre, et la plus célèbre était Antigone, qui est une relecture moderne de la pièce de Sophocle. Alors, à un plus jeune âge, Jean Anouilh va témoigner d'un grand amour pour le théâtre. Et il y aura deux rencontres littéraires qui vont façonner en quelque sorte son avenir, ou bien qui vont le pousser à continuer dans le domaine littéraire. Et ces deux rencontres littéraires sont celles de Giroudot et celle de Cocteau. Alors, bien sûr, il va écrire de nombreuses pièces de théâtre, et les plus célèbres sont Antigone, bien sûr, l'Humulus, le Muet, l'Hermine et le Voyageur sans bagage. Alors bien sûr, l'Humulus, le Muet, il a été joué pour la première fois en 1929 et c'était un échec. L'Hermine, il a été écrite en 1932. D'accord, c'est en quelque sorte une réussite. Il y a également le Voyageur sans bagage, alors, qui date de 1937. Et c'est en quelque sorte le premier grand succès pour Jean Anouilh. Alors il va aborder tous les thèmes comme par exemple la révolte contre la richesse, le refus de l'hypocrisie, la nostalgie du paradis perdu de l'enfance, etc. Mais bien sûr avec une certaine préférence pour
pour le jeu théâtral. Alors maintenant, le résumé de l'intrigue de l'œuvre. Alors, nous avons dit tout à l'heure, lorsqu'on a abordé le mythe d'Oedipe, qu'Antigone était retourné à Thèbes juste après la mort de son père. Et son retour a coïncidé avec la guerre des 7 ans, et ses deux frères, Étiocle et Polynice, étaient présents à Thèbes. Et bien sûr, au début, ils s'étaient mis d'accord sur l'alternance dans le pouvoir, c'est-à-dire que chacun d'eux va présider pendant une période, mais ils vont se disputer après, ils vont s'entretuer. Alors le premier qui a la possibilité de prendre ou bien d'accéder au trône, c'est Créon, le frère de Jocaste, c'est-à-dire leur oncle. Donc là, il va hériter du trône, il va essayer d'asseoir son autorité. Alors le premier acte auquel il va recourir, c'est le fait d'accorder des funérailles à Étiocle, d'accord. Donc il va l'enterrer, chose qu'il va interdire à Polynice, et qu'il va laisser, il l'a considéré comme un traître, et qu'il va laisser dehors. Il a même promulgué une loi interdisant son enterrement. Alors face à cet état-là, alors Antigone va braver cette loi-là. Il va essayer d'enterrer son frère. Il sera arrêté, traduit devant le roi. Ce dernier va essayer de la sauver une première fois, mais sans résultat. Et quand il essayera une deuxième fois d'enterrer son frère, il sera arrêté par les gardes, traduit devant le roi et condamné à mort. Donc là, bien sûr, il sera enfermé, le roi va décider à ce qu'il soit enfermé vivant dans son tombeau, mais avant que l'on referme le tombeau, alors Antigone va se donner la mort, et il y aura bien évidemment Aimon qui va la rejoindre à la fin. Alors Aimon, lui aussi, va se suicider. Alors, quels sont maintenant les personnages qui participent à l'intrigue de l'œuvre? Alors, il y a bien évidemment des personnages principaux, il y a des personnages secondaires. Et l'image ou l'illustration que vous avez devant vous, elle représente le prologue. Alors vous avez le chef de chœur qui est un peu au-dessus des autres, c'est-à-dire des autres personnages. Il est en train de présenter la pièce, de présenter les personnages et même de présenter l'intrigue. Alors les thèmes abordés dans l'œuvre, alors ils sont 4. Il y a d'abord la solitude. Alors, il s'agit d'une solitude physique et morale. Alors, la solitude, il sera présente tout au long de la pièce. Alors, ce sont les personnages d'Antigone qui vont souffrir de cette solitude. Alors, d'abord, Antigone au début, et puis à la fin, le Créon.
Antigone va souffrir de cette solitude parce qu'il ne sera aidé dans son projet ni par sa sœur, ni dans une moindre mesure par la nourrice et Aimant. Le deuxième thème, c'est l'enfance. Alors, bien sûr, l'enfant dont on parle là, c'est Antigone, et on a le plus souvent utilisé l'adjectif petit pour la désigner. Et même, et des fois, même les actes qu'il entreprend appartiennent c'est l'avis de certains personnages de l'œuvre, ils appartiennent à l'enfance. Alors le quatrième, ou bien plutôt le troisième thème, c'est le pouvoir. Alors le pouvoir, là, alors dans l'œuvre, il est incarné par le personnage de Créon. Alors c'est un thème qui appartient à la tragédie grecque et à la mythologie ancienne. Alors bien sûr, ce pouvoir-là sera contesté par Antigone. Le quatrième thème, c'est le thème du bonheur. Bien sûr, dans l'œuvre, alors le dramaturge a essayé de nous présenter sa conception du bonheur. Et ce thème-là a été discuté, ou bien a fait l'objet d'une discussion entre Antigone et le roi Créon. Alors, on peut diviser l'œuvre en trois parties, ou bien en trois moments. Il y en a ceux qui disent que l'on peut la diviser en deux moments. Alors, c'est possible, on peut la diviser là en trois moments. Alors, le premier moment, il correspond aux premières scènes. Alors, c'est là Antigone rend petit à petit avec les autres personnages. D'accord ? Bien sûr, alors à travers le dialogue qu'il va avoir avec la nourrice, avec Ismène et avec Aimant. D'accord ? Donc là, il va essayer de rompre tous les liens qui l'unissent à ces personnes-là. Le lien d'amour avec Ismène, le lien fraternel avec sa sœur Ismène, et le lien de surveillance, c'est-à-dire ou bien voilà de veille et de surveillance avec la nourrice. La deuxième partie, alors c'est le nœud qui intervient au centre de la tragédie ou de la pièce tragique. Et ce nœud-là, il est exprimé dans le dialogue entre Antigone et Créon, où ce dernier a essayé de sauver sa nièce, mais sans résultat. La troisième partie, alors c'est le dénouement. Alors c'est là où Antigone va entreprendre, ou bien va exécuter sa deuxième sortie, et où il va couvrir le cadavre de son frère, et où il va être arrêté, traduit devant le roi et exécuté. Alors nous arrivons à la dernière partie de cette vidéo, et il est sous la forme de trois exercices d'auto-évaluation. Alors le premier, il est sous la forme d'un texte qui résume le mythe d'Antigone,
parce qu'il y a également un mythe d'Antigone aux côtés du mythe d'Oedipe. Alors c'est un texte où vous allez essayer de compléter par des mots à partir de tout ce que nous venons de dire et à partir de votre lecture de l'œuvre et des recherches que vous aviez entrepris lors de votre entrée dans l'œuvre. Alors le deuxième texte, il résume en quelque sorte l'intervention du chef de chœur au début de l'œuvre, et c'est là où il nous présente l'œuvre et les personnages et également l'intrigue. Le troisième exercice, alors c'est un ensemble de questions et vous avez des possibilités et c'est à vous de choisir la bonne réponse à chaque fois. Alors bien sûr, je vous invite à vous arrêter à ce niveau-là. Alors faites d'abord les exercices avant de passer à la suite où vous allez découvrir les réponses de ces trois exercices. Alors bonne chance et à la prochaine vidéo. Merci.